soir, sitôt assermenté, le premier ministre Carney rencontre des chefs d'État européens dans l'espoir de renforcer les liens existants. Les tarifs sont là pour rester, dit la Maison-Blanche. L'impact économique sur les États-Unis sera immense, affirment les spécialistes. Et les intentions de vote des Canadiens, une tendance se dessine selon les sondeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. Le premier ministre canadien Mark Carney n'a pas perdu de temps. Il venait à peine d'être assermenté qu'il s'envolait pour l'Europe pour rencontrer le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer. Objectif de ce voyage, renforcer les alliances, les liens avec l'Europe et quelques sujets à l'agenda, notamment le commerce et l'énergie. Le président Macron en a profité pour réitérer son soutien au Canada sans toutefois faire mention de Donald Trump. Nous sommes fiers de cette histoire en commun. Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés un allié de tous les combats, une nation déterminée à défendre un monde plus juste et un peuple animé par un idéal humaniste. Et le premier ministre canadien a invité le président ukrainien à participer au sommet du G7 en Alberta en juin. Par ailleurs, l'opposition ici affirme que ce voyage n'aura pas servi à grand-chose. Mark Carney s'est défendu. C'est important. On a eu des discussions très importantes, très concrètes avec le président de la France, et y compris les discussions sur la sécurité fondamentale de notre pays, de la coopération dans les manières de la défense de notre pays, des discussions sur l'Ukraine et un renforcement de notre partenariat avec la France et puis avec le Royaume-Uni en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, je m'entretiens avec Daniela Schwarzer, ex-conseillère au sein du gouvernement français et experte en politique étrangère. Bonsoir, Mme Schwarzer. Bonsoir. Alors, le président français Emmanuel Macron a dit aujourd'hui que le Canada était un ami unique, ce sont ses termes. Alors, est-ce qu'à votre avis, cette rencontre entre Mark Carney, le premier ministre du Canada, et Emmanuel Macron peut sceller une alliance diplomatique et commerciale plus étroite entre le Canada et l'Europe? D'abord, il faut noter que le Canada et l'Union européenne ont déjà des liens bien étroits. Plusieurs membres de l'Union européenne ainsi que le Canada sont membres de l'OTAN, donc de l'Alliance transatlantique de sécurité. Et en même temps, les liens commerciaux entre le Canada et l'Union européenne ont été renforcés depuis l'entrée en vigueur provisoire pour le début, depuis 2017, de l'accord commercial CETA. Et à mon avis, les deux côtés, le Canada ainsi que l'Union européenne, sont en face d'un défi commun. La politique étrangère, commerciale et politique de sécurité du président Trump. Et donc, on voit à la fois entre les Européens un débat profond et des mesures concrètes pour renforcer la coopération européenne et en même temps la coopération avec des partenaires qui sont très importants aux Européens et le Canada en fait certainement partie. Bon. Le président Macron a appelé le Canada et la France à faire preuve d'ambition, a-t-il dit, dans le domaine de la défense et de la sécurité. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Tout d'abord, ça signifie que les Européens et le Canada sont dans l'alliance de l'OTAN. À mon avis, il s'agit notamment de travailler plus étroitement ensemble au sein de cette alliance. Parce que construire un lien, notamment en matière de défense et de sécurité, hors les structures qui existent, va être beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. Et deuxièmement, le Canada est un pays non européen qui soutient l'Ukraine, qui soutient les efforts des Européens et des Américains face à la Russie. Et là, je vois un deuxième axe. C'est non seulement la défense au sein de l'OTAN, mais c'est aussi le soutien à l'Ukraine, où le Canada et les Européens peuvent travailler plus étroitement ensemble. Alors justement, puisque vous en parlez de l'Ukraine, est-ce que vous pensez que cette alliance diplomatique peut peser dans la balance au moment où, vous l'avez sans doute vu, le Kremlin vient d'annoncer que Trump et Poutine vont se parler à nouveau au cours de la semaine, jeudi vraisemblablement. Donc, est-ce que cette alliance peut changer quelque chose? Oui, tout d'abord, d'un point de vue européen, il est très, très important que non seulement l'Ukraine, mais aussi les Européens
puisse peser dans ces négociations. Alors, pour l'instant, l'Europe n'en fait pas partie. L'Ukraine, évidemment, s'est engagée en bilatéral avec les Américains. Mais ce qui est très important, c'est que les Européens puissent faire partie de ces négociations en soutenant l'Ukraine, mais aussi parce que après un accord possible, il faudra soutenir l'Ukraine davantage. Et le Canada joue un rôle important, à la fois en tant qu'allié des Européens, mais aussi en tant que pays qui a soutenu l'Ukraine jusqu'ici. Et donc, si jamais un accord est trouvé entre Poutine et Zelensky, donc les présidents de la Russie et de l'Ukraine, ça ne veut pas dire que la stabilité arrive sur notre continent. Mais après un accord, il faut stabiliser. Si jamais il y a un accord de paix, il faut stabiliser tout accord parce qu'il y a un fort risque que Vladimir Poutine n'abandonne pas son objectif principal qu'il a annoncé, qu'il a déclaré, ce qui est la fin de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que Mark Carney, le premier ministre canadien, songe à inviter le président Zelensky à la réunion du G7 en juin? Alors, tout dépend si les Américains seront d'accord, parce que c'est évidemment, d'un point de vue américain, c'est un défi. À mon avis, un dialogue avec Zelensky est très important. On l'a vu, il a été associé à des petites rencontres de plusieurs leaders européens. À mon avis, c'est le moment du dialogue. Il faut se parler, il faut être réaliste et ça peut se faire au mieux si on est dans un dialogue direct pour comprendre les objectifs de Zelensky, ce qui est acceptable pour lui, et aussi pour créer une compréhension mutuelle qui après aidera les pays du G7, avec ou sans les Américains, de soutenir l'Ukraine dans une situation très complexe diplomatiquement et très dangereuse d'un point de vue de sécurité. Bon. Par ailleurs, deux dossiers qui nous préoccupent énormément ici au Canada, ce sont d'une part l'imposition de droits de douane, évidemment, mais également les visées expansionnistes de Donald Trump. Est-ce que les pays d'Europe prennent ce dossier-là au sérieux? Les pays de l'Europe prennent ces dossiers certainement au sérieux. On a notre cas à nous où il a un agenda très expansionniste, c'est le Groenland. Et voilà un cas où on voit qu'il remet en cause la souveraineté au moins d'une partie d'un territoire. Le Canada, il a dit il aimerait bien que le Canada devienne un État des États-Unis. Et d'un point de vue européen, c'est complètement inacceptable de menacer la souveraineté nationale d'un État et de remettre en question le droit international. Et donc, je pense que du côté européen, les leaders sont prêts à s'engager aux côtés du Canada et d'autres pays qui ressentent une menace de la part des États-Unis. Et toute réponse, à mon avis, des Européens serait de s'engager diplomatiquement avec les Américains, avec leurs alliés, comme le Canada l'est, et d'essayer d'étendre un peu la situation en rendant clair que les Européens ont des avis très clairs sur l'importance du droit international et la souveraineté des États. Bon. Comment l'Europe se prépare-t-elle à une imposition éventuelle importante de droits de douane, comme ceux qui ont été imposés au Canada, par exemple, sur l'acier et l'aluminium? Alors, il y a deux choses. La première est vraiment sur le long terme. C'est la compréhension en Europe qu'il faut diversifier nos relations commerciales encore plus que ce n'est le cas. C'est-à-dire à la fois pour les importations, notamment pour les matières rares, etc. Il faut diversifier le risque et aussi en matière d'énergie. Mais en même temps, pour tout ce qui est exportation, il faut aussi être vigilant parce que les conditions peuvent devenir plus dures, et notamment les impositions de taux d'importation du côté des États-Unis sont quelque chose que l'Europe a en tête depuis le premier mandat de Donald Trump. Et donc, cette stratégie de très long terme, à la fois pour réduire le risque et avoir accès à d'autres marchés,
mondialement, c'est une stratégie que l'Europe s'est déjà engagée. Deuxième élément, c'est le court terme. Alors, la Commission européenne dit très clairement qu'il y a des réponses préparées. Ça peut dire qu'il y a des décisions qui ont été prises pour le cas où les États-Unis imposent des tarifs, d'imposer en contrepartie aussi des tarifs sur les importations américaines. Pas forcément pour les mêmes groupes de produits, mais pour démontrer très clairement que l'Europe va répondre à les douanes américaines et ça va imposer des coûts aussi aux Américains. Et donc, d'un point de vue européen, ce qui serait une meilleure solution de la situation, pas une compétition en matière de douane, mais vraiment d'arriver dans une situation où les deux côtés reconnaissent que ça n'aide personne d'imposer des douanes. Il y a le problème de l'inflation, il y a des coûts supplémentaires pour les exportateurs, etc. Et donc, l'espoir du côté européen est quand même qu'un jour, on pourra négocier avec les Américains. Et donc, c'est évidemment la voie préférée, mais pour l'instant, les signaux qui sortent de Washington ne vont pas dans cette direction. Oui, mais est-ce que justement l'espèce de sentiment de confiance envers les Américains s'effrite du côté des Européens? On le voit très clairement dans des sondages d'opinion, mais aussi parmi les leaders, les propos non seulement d'Emmanuel Macron, mais aussi du futur ou du probable futur chancelier allemand, qui ont très clairement dit que la relation avec les États-Unis a fortement changé depuis le début du mandat de Donald Trump et que le défi est de maintenir le cœur de l'alliance, c'est-à-dire la coopération au sein de l'OTAN, et d'essayer au mieux de garder les relations économiques, mais on voit très bien que du côté américain, il y a des provocations et des décisions qui ont déjà mises en place pour peser notamment sur la relation commerciale avec les Européens. Madame Schwarzer, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'une alliance commerciale plus étroite avec l'Europe aurait de véritables répercussions ici? Je pose cette question et d'autres, bien sûr, à Pedro Antunes. Il est économiste en chef du Conference Board du Canada. Bonsoir, Monsieur Antunes. Bonsoir. Alors, évidemment, on le sent, on le voit, le Canada veut se rapprocher des pays européens, de l'Union européenne, approfondir ses liens, explorer d'autres marchés aussi. Est-ce que ça pourrait avoir un impact considérable sur l'économie ici? Non, en fait, je pense que oui, ça va prendre du temps. On a déjà un accord de libre-échange avec l'Union européenne depuis plusieurs années. C'est sûr qu'on a eu une bonne croissance des exportations vers l'Europe et l'inverse aussi, des importations aussi. Mais encore, ça demeure un petit marché pour le Canada dans son ensemble. Mais maintenant, avec les tensions qu'on ressent avec les États-Unis, je pense qu'il va y avoir un effort axé sur chercher et diversifier nos marchés. Et en fait, c'est un marché énorme. L'Union européenne, c'est 500 millions de personnes environ. C'est un marché qui est riche. C'est un marché avec qui on parle les mêmes langues, disons. Donc, je pense qu'il y a l'opportunité. Le fait qu'on n'a pas eu cette croissance dans le paravent, c'est tout simplement parce qu'on a un marché très large juste au sud de chez nous, avec un accord de libre-échange qu'on a depuis 1994. Donc, c'était facile de faire le commerce avec les États-Unis. Maintenant, il faut chercher d'autres options. Bon, alors, la Maison-Blanche aujourd'hui laisse entendre que les droits de douane sont là pour rester, évidemment. Tout ça peut changer demain matin aussi, parce que c'est assez imprévisible, les politiques là, émanant de la Maison-Blanche en ce moment. Si c'est le cas, si ça devait rester, là, ces droits de douane de 25 %, quel impact ça aurait ici d'abord et aux États-Unis également? En fait, moi, je le dis depuis toujours que c'est une politique de folie là, aux États-Unis parce que non seulement c'est une guerre de commerce avec le Canada, mais c'est une guerre de commerce avec la Chine, avec le Mexique et avec l'Union européenne. L'Union européenne est avait d'imposer aussi des contre-tarifs contre les États-Unis au mois d'avril. Donc, pour les États-Unis, l'impact de tout ça est aussi dur, aussi profond qu'on pourrait le ressentir au Canada, même si on est très dépendant, en fait, de notre commerce avec les États-Unis. Donc, moi, j'ai vraiment espoir que ces mesures qu'on voit, c'est une tactique toujours qui va, en fait, créer cette anxiété,
ce doute-là, en fait, des investisseurs canadiens. Est-ce qu'on va avoir des investisseurs canadiens et de d'autres pays? Est-ce qu'on va continuer à avoir accès aux consommateurs américains? Et sinon, ben, on va peut-être avoir, en fait, faire le choix là, de changer nos investissements vers les États-Unis. Je pense que c'est une tactique qui a marché en 2016 avec la dissolution de l'ALENA dans le temps. Et je pense que c'est les mêmes tactiques. Ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas, en fait, une vraie guerre tarifaire là, qui va endurer parce que ce serait un désastre pour tous les pays, Canada et les États-Unis inclus. Oui, Europe aussi, éventuellement. Alors, d'un point de vue, il y a le point de vue politique, évidemment, mais d'un point de vue strictement commercial, d'un point de vue strictement économique, est-ce que le Canada doit continuer à répliquer dollar pour dollar? Écoutez, c'est un choix, c'est un choix qu'on fait pour essayer de causer un peu de difficulté ou plus de difficulté, si on veut, aux Américains pour essayer de, en fait, changer cette politique, changer la direction de la politique. Mais c'est sûr que les tarifs, quand on applique des tarifs, c'est perdant-perdant. Ça veut dire qu'on perd aussi. On a des implications pour le Canada, on a des implications inflationnistes ou au moins des implications où on a moins de choix pour les consommateurs. Donc, c'est un peu, on essaie de viser des produits qui sont où on a des substituts au Canada. Je sais que le gouvernement essaie de viser certains produits pour essayer de faire le plus mal possible aux États-Unis sans avoir ces impacts au Canada, mais c'est très, très difficile de démêler, en fait, le commerce international, le commerce qu'on a très intégré avec les États-Unis. Bon, ce qui s'est passé avec les marchés, avec la bourse récemment, et on a vu quelques soubresauts, là, ça a remonté un peu pour redescendre, mais on sent une tendance à la baisse. Est-ce que ça, c'est un indicateur, selon vous? Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant? Écoutez, je pense que les marchés boursiers étaient un peu... Moi, j'étais du même avis que les marchés boursiers dans le sens où on ne croyait pas vraiment que ces tarifs seraient appliqués. Et s'ils sont appliqués, pas appliqués de façon durable. Ça veut dire, moi, je pense que ce qu'on a vu récemment, les soubresauts qu'on a vus, c'est maintenant les marchés commencent à réaliser que peut-être, effectivement, on va avoir des tarifs qui vont durer. Et dans ce cas ici, ça serait très mauvais pour l'économie, très mauvais pour les entreprises américaines, les consommateurs américains, très inflationnistes. Et ce qui est intéressant, c'est que les marchés boursiers ont réagi autant aux États-Unis qu'au Canada, même plus aux États-Unis. Donc, ça indique un peu le poids de ces tarifs là, sur l'économie américaine, que même si elle est moins dépendante du commerce international, d'avoir ces guerres de commerce avec tous ces pays-là en même temps, c'est un impact. En fait, on va isoler les États-Unis. Les États-Unis vont être moins compétitifs au niveau mondial. Et c'est tout simplement de la mauvaise politique économique. Bon, alors, parce qu'on peut déduire que les États-Unis sont en train de s'isoler du marché mondial, hein, évidemment, comme vous venez de le dire, pour plusieurs raisons politiques, économiques, etc. Mais est-ce que c'est viable pour les États-Unis à long terme, ça? Ben, je pense que non. En fait, c'est une formule là, au déclin de l'Empire américain, si on veut, c'est ce que cette formule donnerait. Imaginez des tarifs sur des intrants, en fait, sur des ressources. Le Canada vend en principe le déficit commercial qu'on a avec les États-Unis. C'est largement parce que les États-Unis ont besoin de nos ressources, les matières premières, qui sont intrants dans leur production, dans leur machine de production pour produire des biens et services à leurs consommateurs. L'énergie, la potasse, les minéraux, l'aluminium, hein, tout ça, c'est des intrants dans le secteur manufacturier et d'autres. Donc, imaginez si on met des tarifs sur des biens qu'on a besoin, et c'est pas vrai que les États-Unis en ont pas besoin. Nous, on vend ces produits sur le marché international à des prix mondiaux, et les États-Unis choisissent de les acheter parce qu'ils en ont besoin. Donc, c'est une folie comme politique industrielle ou politique économique. En quelques mots, en terminant, M. Antunes, le Canada, on voit il y a des tarifs de 25 sur l'acier, l'aluminium. Il y a d'autres menaces qui s'en viennent pour le début avril. Le Canada peut tenir comme ça combien de temps? Écoutez, pour nous aussi, il ne faut pas se nier là, qu'il va y avoir des impacts, il y aurait des impacts très néfastes.
Tout ce qui est du secteur manufacturier, je pense que ça serait très, très dur de survivre là, parce qu'en fait, notre marché principal, c'est les États-Unis et des tarifs qui s'appliquent à un marché qui est tellement intégré, c'est-à-dire des biens, on sait, qui traversent les frontières plusieurs fois. Donc, à un tarif à 25 c'est presque, non, ça rendrait les biens et notre commerce non compétitifs et non vendables essentiellement. Donc, c'est très inquiétant à court terme pour le manufacturier, pour l'aluminium. Je pense qu'il y aurait quand même moyen de trouver d'autres marchés, mais ça va prendre du temps. On Ouais. parlait de l'Europe tantôt. Pour certains autres produits comme le métal, par exemple, ça, c'est plus difficile parce que c'est un produit qui est lourd, donc difficile à transporter, Oui. coûteux Et on n'a pas un vraiment peu plus difficile. le luxe du temps dans ce dossier-là. Merci pour cet entretien aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Le chef conservateur Pierre Poilievre s'est prononcé sur la taxe carbone aujourd'hui, de passage dans une série ontarienne touchée par la guerre tarifaire du président Trump. Il a promis de mettre fin au volet industriel de cette taxe. C'est une solution pour rendre l'industrie plus compétitive, selon lui. Le chef conservateur va donc plus loin que le chef Mark Carney, qui a signé la fin de la taxe carbone pour les particuliers vendredi. Le fédéral a dans cette loi une taxe industrielle qui force des provinces comme l'Ontario de taxer la production d'acier, de l'aluminium et d'autres produits industriels lourds qui créent beaucoup d'emplois. Et malheureusement, c'est des produits qui peuvent être faits les deux côtés de la frontière. Donc, si un coût augmente ici, les emplois fuient à l'autre côté vers les États-Unis. Alors, la taxe sur le carbone a été le cheval de bataille de Pierre Poilievre depuis des mois. Reste à voir maintenant si ces propos auront un impact réel sur les intentions de vote lors des prochaines élections. J'en discute avec l'agrégateur de sondage Éric Grenier, rédacteur en chef du site The RIT. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Alors, selon un sondage fait par Abacus Data, les conservateurs ont perdu 5 points depuis l'élection de Mark Carney. Le Parti libéral, lui, a augmenté de 5 points, a gagné 5 points. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler d'une tendance qui se dégage? Oui, je pense que oui. On a vu cette tendance depuis la démission de Justin Trudeau au début de janvier. Et c'est maintenant plusieurs sondages qui indiquent les mêmes choses, que les conservateurs sont en baisse, les libéraux sont en hausse. Il y a des sondages qui indiquent que les conservateurs en avance de quelques points, des autres sondages indiquent que c'est les libéraux qui sont en égalité avec les conservateurs. Mais c'est clair que les choses changent, les tendances sont en train de changer. Et ça va faire une élection qui va être assez serrée entre les deux partis. Ah oui, ça va faire une campagne passionnante. Est-ce qu'on peut maintenant faire le lien entre les menaces de Donald Trump et la baisse dans les chiffres conservateurs ou c'est un petit peu trop tôt encore? C'est toujours compliqué de savoir exactement quoi est derrière les changements dans les sondages, mais je pense que les attaques de Donald Trump a aidé les libéraux de changer la conversation, qu'on ne parle pas souvent de la taxe sur le carbone, sur un référendum sur Justin Trudeau. Donc, je pense que ça a aidé les libéraux et je pense que pour les conservateurs, ça donne des difficultés parce que les attaques que les conservateurs ont fait contre les libéraux, contre Justin Trudeau, il ne fonctionne pas vraiment dans le contexte actuel. Donc, je pense que ça a aidé les libéraux et ça a causé des problèmes pour Pierre Poilievre et les conservateurs aussi. Bon, et il y a l'autre question importante, c'est-à-dire les espèces de menaces d'annexion du Canada aux États-Unis par Donald Trump. Il y a une proportion d'électeurs conservateurs qui est d'accord avec cette idée-là, qui est en faveur. Est-ce qu'il y a une grande différence avec les électeurs en faveur des autres partis? Je dirais oui que c'est une différence qui est assez importante, mais c'est toujours une minorité des électeurs conservateurs. Dans le dernier sondage d'Angus Reid Institute, on a vu qu'il y avait entre 98 et 99% des libéraux, néo-démocrates et bloquistes qui étaient contre cette idée d'une annexation de Canada par les États-Unis. Chez les conservateurs, c'était presque 20%. Donc, c'est toujours une minorité, mais c'est une minorité assez importante pour que c'est un peu délicat pour Pierre Poilievre d'aller trop contre Donald Trump parce qu'une portion de sa base est avec le président républicain.
Je ne sais pas si ça va vraiment avoir un effet sur la stratégie de les conservateurs, mais c'est un facteur qui est pas quelque chose qui est un problème pour Mark Carney, Jagmeet Singh ou Yves-François Blanchet. Est-ce que vous pensez que donc Poilievre tient compte de ce pourcentage-là? Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit que quand il y a des questions des journalistes, surtout des journalistes des médias plus à droite, que c'est pas les mêmes tons contre Donald Trump qu'on voit peut-être avec les autres chefs du parti. Okay. Est-ce que Pierre Poilievre et les conservateurs sont conscients que peut-être il peut perdre quelques électeurs au Parti populaire de Maxime Bernier? Peut-être, mais je pense que vraiment, on parle de quelques points sur l'électorat canadien. Cette élection va être décidée entre les électeurs qui ont dans le passé, dans les derniers mois, étaient avec les conservateurs, mais sont maintenant avec les libéraux. Au Québec maintenant, selon le dernier sondage léger qui a été réalisé pour le Journal de Montréal du 7 au 10 mars, les libéraux sont en tête dans la province avec Mark Carney à leur tête. Quelles circonscriptions du Bloc sont à risque au Québec? Il y a plusieurs. Il y a deux groupes que je pense qui sont en danger pour le Bloc québécois. Il y a les sièges où c'était serré entre les conservateurs et le Bloc québécois en 2021 et avec une avance des conservateurs par rapport au 2021, une hausse d'appui. Il sont possibles pour les conservateurs de gagner des sièges comme Beauport, Limoilou, Montmorency, Charlevoix dans la région de la capitale nationale et aussi un siège comme Trois-Rivières qui était très, très serré entre les conservateurs et les bloquistes la dernière fois. Mais avec la hausse d'appui pour les libéraux, il y a des autres sièges dans le banlieue de Montréal. Sur le Rive-Sud, peut-être un siège comme La Prairie ou Longueuil, Saint-Hubert. Et dans les Laurentides, on parle de Thérèse de Blainville et peut-être Rivière-des-Mille-Îles. Donc, il y a des sièges où le Bloc québécois va être sur le défensif. Et au moment où Justin Trudeau a démissionné, c'était des gains pour les Blocs québécois que le Bloc pourrait faire au Québec. Mais maintenant, je pense qu'il va être sur les défensifs pendant cette campagne électorale. Oui, et comme c'est serré, les sondages, chaque circonscription va compter pour les partis. J'imagine que les partis en laisseront pas passer une. Là. Chaque siège est important. Je dirais jusqu'à dire que chaque vote est important presque. Là. Oui, et si on voit que c'est un autre gouvernement minoritaire, c'est un ou deux sièges de plus pour le Bloc québécois pourrait faire la différence sur la balance de pouvoir ou non. Parfait, excellent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 mars. Ici Catherine Lafrance. Merci d'être à l'écoute de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous retrouve en direct à partir de demain, toujours à 18h30. Bonne soirée.